Bonjour, bienvenue sur la chaîne des 5 sens. Voici une nouvelle vidéo sur un sujet de développement personnel. J'ai aussi un compte Instagram et un site internet. Vous pouvez également prendre rendez-vous pour du coaching individuel. Tous les liens sont dans la description. Aujourd'hui, je vais évoquer pour vous différents concepts que j'utilise régulièrement lors de mes séances ou dans les ateliers que j'anime. En fait, il s'agit de notions que j'utilise régulièrement pour faire comprendre des choses et permettre aux personnes d'avancer un petit peu plus. Parmi ces concepts, j'aimerais vous parler du petit ego. Alors, on parle souvent de lui comme d'une sorte de personnage maléfique qu'il faudrait aller supprimer ou contrôler. En réalité, il faut retenir une chose, ce à quoi on résiste persiste. Et l'ego, il est bien ancré puisque c'est lui qui est à l'origine de notre idée de la personnalité que nous avons. En fait, on ne peut pas vraiment essayer de le contrôler ou de le changer. L'important ici, c'est vraiment d'apprendre à le connaître, d'apprendre à voir quelle influence il a sur nos comportements au jour le jour et d'apprendre surtout à ne pas porter toute notre attention sur lui. Alors, j'ai tendance à faire un lien parfois avec l'enfant intérieur parce que le petit ego va parfois manifester des émotions et des tendances très fortes que manifeste l'enfant intérieur. Mais il s'agit bien de deux notions séparées. Donc le petit ego, moi je le vois un petit peu comme un personnage rabougri. Son objectif à lui, c'est de maintenir les choses telles qu'il les connaît. Il est terrorisé par l'idée de tout ce qui est inconnu et de tout ce qu'il va se produire et qu'il ne peut pas maîtriser. Donc c'est lui qui est à l'origine de ce besoin de contrôle parce que ça correspond vraiment à un besoin de sécurité de sa part. Et il va tout faire pour maintenir les situations telles qu'il les connaît, quitte à ce que ça vous mette en souffrance. C'est la raison pour laquelle, dans les schémas bien installés, il est super content. Pourquoi? Parce que un schéma, par définition, ça produit un comportement qui est prévisible dans une situation déclencheur qui est connue. Donc, ce petit ego, il va falloir apprendre à le connaître et, dans un deuxième temps, à faire votre vie sans trop lui porter d'attention dans un deuxième temps. La deuxième notion que j'aimerais vous introduire, c'est celle de l'enfant intérieur. On en parle aussi souvent. En fait, il s'agit de cette partie de nous qui est restée jeune. J'ai fait une première vidéo sur les schémas et en réalité, il faut voir l'enfant intérieur en lien avec l'enfant qu'on a effectivement été. L'âge est différent pour chacun en réalité. Le comportement de l'enfant intérieur est aussi différent pour chacun. Certains adultes qui se sont un peu détachés de qui ils étaient ont un enfant intérieur qui peut être très timide, voire carrément opposant ou rebelle, et qu'il va falloir apprivoiser en fait. J'ai tendance à voir en fait cet enfant intérieur comme au centre des schémas qu'on a pu développer dans l'enfance. C'est-à-dire que cet enfant, il est directement en lien avec des situations qu'on a pu vivre, des expériences dans l'enfance. Et à partir de ces expériences, on a développé un certain type de comportement. Par exemple, si on est confronté à des situations qui menacent notre survie, on va avoir tendance à réagir d'une manière ou d'une autre. Et l'enfant intérieur va être teinté par ces types de réactions. Par exemple, si notre situation de stress causait chez nous un mode de retrait ou d'opposition ou un besoin de se conformer aux désirs de l'adulte pour se faire accepter, en fait, ces réactions vont ensuite teinter à l'âge adulte la manière dont nous avons tendance à réagir en situation de stress. Donc il est important de créer ce lien avec l'enfant intérieur et c'est toujours ce que je fais en première séance en hypnose parce que c'est une partie de nous qu'il faut apprendre à connaître parce que ça va expliquer beaucoup de nos comportements. Et en fait, un peu comme pour le petit ego, il va falloir aussi se détacher de cet enfant tout en créant un lien avec lui. Donc ne pas agir uniquement sur le diktat de l'enfant intérieur, mais prendre en compte ses besoins, notamment le besoin de sécurité, et nous en tant qu'adultes, faire en sorte que cet enfant il se sente bien dans notre vie en fait. J'aimerais aussi introduire une loi que j'utilise là depuis 3 ans
et que je vous invite à peut-être pratiquer, mais par l'expérience. C'est-à-dire que c'est une loi qui s'appelle la loi de l'Assomption et qui a été popularisée au XXe siècle par Neville Goddard. Et cette loi me semble très intéressante parce qu'elle elle dit en somme, elle redit la phrase de Gandhi qui dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». En réalité, la loi de l'Assomption décrit plusieurs choses qui me semblent très importantes en développement personnel. Et elle utilise notamment une notion importante qui est l'effet miroir. En fait, ça consiste à partir du principe que chaque personne autour de nous est un miroir qui reflète et qui renvoie la manière dont nous voyons. En fait, ça reflète ce qu'on appelle le self-concept, c'est-à-dire les croyances que nous avons sur nous et la manière dont nous nous percevons. En conséquence, chaque personne autour de nous qui a un comportement, par exemple, de manque de respect, nous renvoie à la manière dont nous manquons de respect à nous-mêmes. Des comportements violents peuvent aussi faire valoir ce manque de respect que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes et qui fait en sorte que nous n'arrivons pas en fait à mettre nos propres limites intérieures pour nous protéger. À l'inverse, des comportements de la part des gens qui sont très positifs et qui nous renvoient une belle image de nous, ça vient refléter les belles croyances que nous avons sur nous-mêmes. Cet effet miroir, il est très important dans la loi de l'Assomption. Et cette loi, elle dit aussi que l'inconscient s'imprime de toutes les croyances que nous avons sur nous-mêmes et qu'il va manifester de manière très fidèle les contenus de nos pensées. C'est-à-dire que, par exemple, si je suis convaincue qu'un jour je vais avoir un cancer, il y a de fortes chances pour que l'inconscient le manifeste dans la réalité. Par exemple aussi, si je suis avec une personne et que ma peur première, c'est que cette personne me quitte pour une autre personne parce que, par exemple, j'ai une blessure de trahison importante, l'inconscient va en fait manifester ces choses-là également. Si je vais à un entretien d'embauche en ayant une très bonne opinion sur moi-même, sur mes compétences et que je considère que ce boulot est pour moi, les personnes en face de moi vont percevoir ces messages. En fait, c'est un peu comme si on avait une étiquette sur le front qui disait la manière dont on se voit. Et effectivement, là encore, l'inconscient va manifester ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et la réalité va se manifester de cette façon-là, en accord avec nos pensées inconscientes. C'est un élément très très important à garder en tête et je fais souvent faire des visualisations à mes patients pour qu'ils puissent intégrer de nouvelles idées, de nouvelles croyances sur eux-mêmes qui aillent vraiment dans le sens de la personne qu'ils veulent devenir. Et de cette manière, on imprime l'inconscient et ça va se manifester dans la réalité. C'est ce que j'observe en fait à chaque fois. Et c'est très efficace. Voilà, au-delà de ces notions-là, j'aimerais introduire le triangle de Karpman. Donc, je vais vous mettre une image qui correspond à ça. Ce triangle, en réalité, il a à chaque angle un rôle qu'on se propose inconsciemment de jouer dans une interaction. Soit la victime, soit le sauveur, soit le bourreau. En réalité, ce triangle est très important et je l'utilise très souvent puisqu'on a tendance, dans les échanges que nous avons avec les personnes qui nous entourent, à incarner un des trois rôles. Or, le problème, c'est qu'à partir du moment où on incarne un des trois rôles, on envoie l'autre personne forcément sur un des deux autres rôles. On peut aussi occuper plusieurs rôles dans le même échange. Mais l'idée, c'est que tant qu'on est dans ce triangle, on n'est pas libre d'être qui nous sommes vraiment. Et l'autre non plus, en réalité. Donc, ça impose une vraie contrainte sur l'échange et sur la relation. Et la manière de sortir de ce triangle, c'est de pratiquer la CNV, la communication non violente. Ça, c'est un peu ma conclusion puisque c'est une manière finalement de sortir du triangle en exprimant exactement qui on est et en manifestant concrètement auprès de l'autre quels sont nos besoins et nos sentiments. Cela fera l'objet d'une petite vidéo séparée parce que le thème est intéressant et mérite qu'on s'arrête dessus.
Et la dernière notion que je souhaitais vous amener, ce sont les 5 blessures. Ces 5 blessures sont les principales que nous avons tous à l'intérieur de nous, à des degrés divers. Et on a toujours une blessure ou deux qui sont dominantes par rapport aux autres. Ces blessures sont l'abandon, le rejet, l'injustice, la trahison et l'humiliation. Elles sont très importantes, ces blessures, parce qu'elles conditionnent énormément la manière dont on va vivre les choses dans la vie quotidienne. La vie est ainsi faite qu'elle va nous ramener toujours à nos schémas, c'est-à-dire ces comportements prédéterminés dont j'ai parlé dans le premier audio et qui nous font réagir toujours de la même manière face aux mêmes déclencheurs. C'est un peu comme si on appuyait sur un bouton. À partir du moment où une situation qu'on a inconsciemment connue auparavant se présente à nous, on va réagir toujours de la même manière. Et en général, la cause incriminée est une des fameuses 5 blessures. Par exemple, si j'ai une blessure de trahison à soigner, je vais être confrontée de manière répétitive à ce schéma de trahison. Donc, des situations où des personnes vont me trahir vont se présenter à moi de manière répétitive. La vie nous présente en fait un peu le plat que nous n'avons pas fini de manger. Elle veut nous permettre de nous libérer de ces emprisonnements inconscients. Et du coup, tant que nous n'avons pas décidé de travailler sur cette blessure et d'aller la guérir, la vie va nous représenter toujours les mêmes choses. C'est ce qui fait que dans les schémas amoureux, nous avons tendance toujours à rencontrer le même type de personnes jusqu'à ce que nous fassions le travail sur nous pour nous libérer de ces schémas. Voilà, je pense avoir fait le tour un petit peu des choses qui étaient importantes pour travailler ensemble. Et à partir de maintenant, je vais pouvoir vous présenter différents thèmes que nous pourrons aborder concernant les parents solos et aussi beaucoup d'autres situations en développement personnel, en espérant que cela vous aidera à cheminer. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et bonne journée à tous.